Merci d'assister à ce live Studioramma TV en présence de Yves Demey. Yves Demey, vous êtes directeur général de Polytechnique. Bonsoir. Bonsoir. Polytechnique, une grande école bicentenaire, mais très innovante, qui a pour devise la patrie, les sciences et la gloire. Qu'entendez-vous par cette devise ? L'école polytechnique, c'est une école de la République, c'est une école de la Première République, 1794, hein, donc aujourd'hui presque 220 ans. C'est une école qui a aussi été très marquée par je dirais, l'initiative, l'empreinte napoléonienne qui a transformé cette école en une école à statut militaire une dizaine d'années après sa création, donc 1804. Et la devise pour la patrie, les sciences et la gloire, c'est une devise qui peut paraître un peu datée, pourtant elle ne l'est pas, elle est profondément actuelle. Il faut la comprendre comme la patrie, comme quelque chose auquel on tient beaucoup, qui est aussi le sens de l'intérêt commun, l'éthique et le souci de ne pas s'intéresser qu'à sa propre personne. Les sciences, c'est une très bonne idée qui a été de bien mettre un pluriel sur science, puisque c'est dans les gènes de l'école d'être pluridisciplinaire. Et puis la gloire, on le comprend comme, je dirais, une forme de reconnaissance de ce qu'on peut apporter, de ce que des polytechniciens ont apporté et de ce qu'on peut créer pour la société. Alors Polytechnique est connue ici sous l'appellation X. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce X ? Alors, je ne crois pas que ça a quelque chose à voir avec le cinéma pornographique. Non, c'est clairement alors une appellation qui... Alors, je pense que l'histoire peut être discutée. Il y a deux interprétations de cette origine. Il y en a, et souvent, les choses sortent parce qu'elles sont à la croisée de plusieurs choses. Il y a un côté croisement de canon, donc l'origine militaire de l'école. Et puis X, c'est clairement, très souvent, comme ça qu'on appelle les inconnus en mathématiques. Et dans cette école, dans l'école polytechnique, il y a une très forte, je dirais, composante à la base en mathématiques. Puis moi j'aime bien aussi ce symbole de X parce que c'est quelque part c'est une croix, c'est un croisement, c'est quelque chose qui est à la fois ouvert et la rencontre de différentes choses. L'histoire de Polytechnique vous a amené à Palaiseau. Vous avez déménagé l'école a déménagé il y a quelques années donc sur le plateau de Palaiseau où vous vous êtes bien implanté maintenant. Pourquoi ce déménagement ? Il y a quand remonte-t-il ? Alors c'est un déménagement qui a été décidé à la fin des années 60 ou tout début des années 70. Il n'est pas impossible que ça ait quelque chose à voir avec le fait qu'il y ait eu un printemps en 1968 et que, je dirais, un peu derrière, la décision a été prise de déplacer l'école. Bon. Je crois aussi que c'est un vrai avantage pour l'école, parce que c'est pour nous, par rapport à la situation antérieure. Alors, Paris, ça a quand même bien des avantages, bien des vertus, un certain attrait. Mais bon, notre implantation à Palaiseau nous a à la fois donné la possibilité d'avoir un vrai campus, de la place, des espaces, des installations sportives, et puis une capacité de développement. Puis en plus, aujourd'hui, on est dans ce projet du plateau de Saclay, qui est un projet extrêmement porteur. Ou d'autres écoles vous rejoignent. La formation militaire est-elle omniprésente quelles sont les premières semaines passées à Polytechnique ? Est-ce qu'on a une grosse formation militaire comme certaines écoles de l'armée peuvent en avoir ? Alors, donc l'école polytechnique est une école sous tutelle du ministère de la Défense. Les élèves français du cycle polytechnicien ont un contrat et sont officiers de l'armée française. Il y a donc très clairement un certain nombre de caractéristiques dans cette école militaire. Une arrivée à l'école qui commence par une semaine d'incorporation avec quelques-unes des caractéristiques qui font nos traditions militaires, par exemple sur la longueur des cheveux, là en ce moment, voilà, donc il y a ces caractéristiques militaires. Un début, 3 premières semaines après l'arrivée, où là, les élèves ont la possibilité de faire des choses
finalement qu'on ne peut plus faire maintenant qu'il n'y a plus de service militaire, autrement que comme ça, ou pas si facilement. Du tir, de la marche de nuit, du bivouac. Moi j'aime bien par exemple le parcours du combattant. C'est un truc qui consiste à franchir un certain nombre d'obstacles. Quand vous avez un petit groupe là comme ça, dont il y a par exemple un obstacle qui est une fosse. On tombe dans une fosse qui fait 1,80 m de profondeur, c'est pas si profond que ça, mais l'intérêt c'est un groupe d'élèves qui descend ensemble et que l'objectif est de sortir le plus vite possible tous ensemble. Ce qui veut dire qu'il faut que ceux qui y arrivent le plus facilement aident ceux qui y arrivent le moins facilement, que tous ressortent. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, un exemple qui illustre ce qu'on essaye aussi au travers de cette phase-là militaire qui se poursuit après, pour certains, par 6 mois de stage en milieu militaire, ce qu'on essaye de créer, qui est la transformation d'élèves qui ont bien travaillé, bien appris, passé des concours tout seuls, en des jeunes professionnels qui vont travailler en équipe, qui vont travailler à plusieurs, qui vont être dans un environnement complexe. Et donc, on les confronte à quelque chose de différent et on les amène à travailler en équipe et à être aussi plus leader et en équipe. Alors, si vos diplômés rayonnent après dans différents domaines, ils marchent quand même du même pas à un certain moment de l'année, notamment au moment du défilé. Oui. C'est une question de Sacha qui vous demande pourquoi Polytechnique est en tête du défilé du 14 juillet et qui sont les élèves qui défilent. Alors, presque tous les élèves défilent, français ou étrangers, ou internationaux. Alors, il faut être volontaire pour défiler. Et pourquoi est-ce qu'on a... Enfin, c'est un grand honneur, en fait, de défiler pratiquement en tête du défilé. C'est de tradition. Je pense que c'est une forme de reconnaissance que la nation et la République nous accordent et qu'on apprécie hautement. Et alors en plus, on a mis en place une certaine tradition qui est de faire défiler les filles devant, dans les rangs, mais au premier rang. Voilà, parce que d'autres font je dirais par taille, en mettant les plus grands devant. Nous, on met les filles devant. Ah, les filles sont à l'honneur. Justement, quelle est la Oui. place des filles à Polytechnique depuis Anne Chopinet en 1972, qui a ouvert le bal, si je puis dire, major de promo, major de concours, pardon. Donc les filles, aujourd'hui, quelle est la place Alors, moi, nous souhaitons qu'il y ait le plus de filles possible à l'école polytechnique. On y rentre par concours. Ni le directeur général, ni le président, ni le directeur des études, personne ne peut décider d'accepter quelqu'un. Il y a une méthode claire, anonyme, républicaine, égalitaire, qui est le concours, et donc on constate le résultat. On aimerait avoir plus de filles, et je pense que peut-être là, il faut arriver à plus faire comprendre, je dirais, qu'il y a des métiers passionnants pour les filles, dans les métiers scientifiques, dans les métiers d'ingénieurs. C'est très divers les métiers d'ingénieurs, les métiers scientifiques. C'est pas du tout, enfin c'est pas uniquement des métiers de geek devant son écran. Il y a des tas de façons d'exercer le métier d'ingénieur qui peuvent plaire à des tas de personnalités différentes, et en particulier on aimerait avoir plus de filles, oui c'est clair. Vos diplômés et eux ont sorti un ouvrage d'ailleurs, Femmes de Polytechnique, Voilà. Femmes de progrès. Justement, ce progrès, il s'exerce à travers des spécialisations. Elles sont nombreuses. Quels sont vos domaines d'intervention à l'école? Alors, l'école, fondamentalement, repose dans son projet éducatif, dans son projet de formation, autour d'un triptyque, 3 composantes fondamentales. Pluridisciplinarité, scientifique et formation humaine et culturelle. C'est ces 3 choses-là qui font vraiment l'essence de ce qu'est la formation polytechnicienne. Donc, on est pluridisciplinaire comme d'autres écoles d'ingénieurs, la nécessité, mais on est scientifiquement solide dans les disciplines, comme peuvent l'être les meilleurs masters des universités. Alors l'association d'une très très grande solidité scientifique dans les domaines et de plusieurs domaines, c'est déjà beaucoup plus spécifique. Et puis on tient aussi beaucoup à la composante humaine, culturelle, ouverture, qui nous paraît absolument indispensable pour
demain avoir des gens qui soient non seulement de très bons ingénieurs, de très bons scientifiques, mais aussi des gens responsables et responsables vis-à-vis de la société. C'est clair qu'on ne concevra pas demain des produits scientifiques, techniques qui seront imposés. Il faut tenir compte de est-ce que ça apporte vraiment quelque chose aux gens, à la société? Est-ce que c'est acceptable pour les gens et pour la société? Et ça, je crois que pour bien intégrer ça, bien y penser, il faut beaucoup de... Donc on accorde une grande place à la formation culturelle large. Pour répondre à Solange et à Espoir, nous reviendrons sur le concours à la fin de ce live. Vous saurez tout sur comment intégrer Polytechnique, les différentes voies d'accès. Revenons sur les spécialisations, vos laboratoires. Quels sont les grands domaines? On croit que c'est la perfection Polytechnique, pourtant vous innovez tout le temps. Alors on a une vingtaine de laboratoires qui sont objectivement des laboratoires qui sont d'assez bonne qualité, mais rien n'est jamais parfait. Donc on essaye toujours d'améliorer, de développer nos laboratoires, de leur donner, je dirais, des champs de recherche encore plus pertinents. Et en particulier, on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'interface entre plusieurs disciplines. Par exemple, la rencontre entre les mathématiques et la biologie, la dynamique des fluides et la santé, l'écoulement des fluides dans le corps, du sang dans les veines, l'interaction avec les cellules. Il y a des choses absolument passionnantes à découvrir. Et donc, on a vraiment un grand axe de recherche qu'on essaie de développer autour de cette interface entre les sciences, disons, dures traditionnelles et puis la biologie, la médecine, la santé. Et donc, par exemple, on vient de signer là, très récemment un accord avec Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui va y avoir, je dirais, une vraie coopération étroite avec la présence dans nos laboratoires de praticiens hospitaliers qui vont pouvoir interagir avec nos scientifiques, nos ingénieurs pour faire avancer un certain nombre de sujets de recherche. Donc d'autres projets à venir. Philippe nous demande si vous avez des doubles diplômes avec des grandes écoles ou universités françaises. Alors on a beaucoup d'accords en fait, on a beaucoup d'accords. D'abord on a des accords avec nos partenaires des écoles de ParisTech. Alors ParisTech c'est 11 autres écoles, je ne vais pas les citer toutes mais bon. Et puis on a aussi des accords avec 5 universités en France pour, je dirais, favoriser les échanges. Globalement, et puis on a en France grande ouverture et une envie de coopérer aussi bien avec les universités qu'avec d'autres grandes écoles, surtout celles qui sont les plus proches de nous, en particulier à Paris-Saclay. Et puis on a aussi plein d'accords internationaux, donc des accords avec des universités ailleurs dans le monde. Le volet international, on va y revenir, mais il y a un curieux qui nous demande si l'IX est une bonne école pour se diriger vers la recherche publique. Alors, l'école polytechnique est une bonne école pour se diriger vers, en fait, plein de débouchés. La recherche, les métiers de l'ingénieur, l'ingénierie, et puis aussi des métiers, disons, de management des technologies, conseil. Pour la recherche, clairement, l'école polytechnique est une très bonne idée. Les gens ne perdront pas leur temps. On a une qualité de formation qui mettra les gens au meilleur niveau dans leur discipline, mais aussi avec une culture scientifique plus large. Pas seulement dans une discipline, dans d'autres disciplines. Et en fait, quand derrière, ils seront dans leur activité de recherche, dans leur thèse, plus tard dans leur recherche, le fait d'avoir une culture scientifique plus large, c'est un vrai atout. C'est un atout parce que ça apporte des idées, parce que ça apporte des concepts qui viennent et qu'il y a une espèce de fertilisation croisée des disciplines. Alors on a 25, un peu plus de 25%, presque bientôt 30% de nos élèves qui poursuivent en doctorat et à peu près la moitié d'entre eux qui rentrent dans la recherche publique. L'autre moitié choisissant souvent d'aller dans des entreprises, dans des fonctions de recherche. C'est une question de Rémi qui vous demande si on peut faire un master ou un doctorat à l'école de Polytechnique et si les diplômés sont considérés comme d'anciens
de l'école polytechnique? Oui, on peut faire. Oui, oui, bien sûr. Donc, effectivement, derrière l'école polytechnique, on a souvent l'image, je dirais, de notre formation traditionnelle, celle du cycle polytechnicien, des ingénieurs polytechniciens. Mais on considère tout à fait comme des élèves de l'école polytechnique, au même titre que les autres et autant que les autres, les élèves qui sont venus à l'école polytechnique en master et les élèves qui viennent à l'école polytechnique en doctorat. On a plus de 500 élèves, plus de 500 doctorants dans nos laboratoires. Coralie, sans transition, mais Coralie vous demande, en parlant de vos spécialités, quels sont les secteurs dans lesquels on peut s'épanouir en sortant de Polytechnique et un autre, Philippe, et j'ai confondu Pierre, va te demander tout à l'heure quels étaient les liens que vous aviez noués avec le monde des entreprises. Alors, 500 élèves polytechniciens par an, c'est en fait une très très grande diversité de vie et de carrière. Donc, moi j'ai souvent tendance à dire, allez, à peu près un petit tiers, va poursuivre en recherche, donc un doctorat, et puis là-dedans certains qui iront dans les entreprises, d'autres dans la recherche publique. Un gros tiers va aller dans des métiers d'ingénieur, dans tout un tas d'activités, voire de création d'entreprise, et puis un petit tiers autour des managements des technologies. Probablement, j'aurais tendance à mettre dans cela certains qui vont rejoindre la fonction publique, parce qu'il ne faut pas oublier que à peu près 20% de nos élèves poursuivent dans la fonction publique. Et puis quand on a ajouté 3 tiers, il reste encore un peu de place pour des choses très variées, donc des choses auxquelles on ne penserait pas, des élèves qui reprennent par exemple des études de médecine pour poursuivre après Polytechnique, médecine ou chanteurs lyriques, ou voilà, enfin des projets personnels qui se concrétisent après cette école. Alors, une belle idée reçue sur votre école, vous ne formez pas de créateurs d'entreprise. En fait, pour beaucoup, vous ne formez que des leaders du CAC 40, mais il y a manifestement de très beaux projets de création d'entreprise chez vous. Alors, à la fois, on est très fiers de nos créations d'entreprises, ou des créations d'entreprises par des anciens élèves, ou des choses issues des laboratoires. C'est plusieurs dizaines d'entreprises créées ces dernières années. Et en même temps, voilà, donc je pourrais, je sais pas, quelques exemples. Un ancien élève encore jeune qui pense qu'on peut valoriser les protéines venant des insectes. Donc, comment est-ce qu'on va manger les insectes? Un autre exemple, les exosquelettes. Donc, aider les gens handicapés à se déplacer en leur fournissant des jambes artificielles là, qui portent le corps et qui vont leur permettre de se déplacer. C'est aussi des choses extrêmement techniques sur des logiciels permettant facilement de faire la séparation entre les couches de commande des robots et les robots eux-mêmes. C'est éventuellement des choses toujours extrêmement techniques autour de l'utilisation des lasers pour des expérimentations scientifiques. Voilà, c'est des exemples récents. En même temps, je dois dire qu'on est convaincu qu'il reste de la place pour progresser, entraîner et encourager nos élèves à être encore plus entreprenants, encore plus pugnaces, créateurs de valeur. Vous avez signé un partenariat, on va rentrer dans le volet international, Oui. un partenariat avec Stanford Init, excusez-moi, je vais écorcher son nom, justement sur l'entrepreneuriat. Oui, donc effectivement, la Business School de Stanford a mis au point un programme de formation pour jeunes scientifiques, pour les aider à acquérir, je dirais, les compétences complémentaires nécessaires pour créer une entreprise, transformer des idées scientifiques en produits, en valeur économique. Et Stanford cherchait un partenaire pour implanter cette formation en Europe. Ils ont hésité entre la France et l'Allemagne, et puis en France, ils ont hésité entre nous et d'autres, et ils ont eu la bonne idée de nous choisir, on en est très contents.
Il paraît même que Caltech en Californie vous a choisi comme partenaire. Vous êtes leur Oui, seul on partenaire international. a aussi signé là, récemment un accord avec Caltech, donc c'est quand même une très prestigieuse université à Pasadena, avec laquelle on travaille en fait depuis très longtemps et on a des partenariats solides, éprouvés, une bonne reconnaissance par un certain nombre de partenaires académiques de premier plan. Avec Caltech, cet accord a ceci d'assez exceptionnel que c'est une reconnaissance par Caltech de la formation qu'on assure et inversement, certains de nos élèves iront à Caltech avec une partie de la, voilà, donc c'est un accord de reconnaissance réciproque. Donc des élèves de Caltech passeront un an à Caltech en début de master, puis viendront passer une deuxième année chez nous pour finir leur master et symétriquement. Et puis aussi, accessoirement, et c'est pas neutre, les élèves de l'école qui iront donc terminer leur formation à Caltech seront disposés de droit d'inscription à Caltech. Et c'est pas, on sait que c'est plutôt de l'ordre de 20 000 $, donc c'est un effort significatif que fait Caltech en renonçant à ses droits d'inscription. Les partenariats internationaux, donc les séjours à l'étranger, font partie prenante de la formation. Dans quel ordre? Vous avez des partenaires? Où avez-vous des partenaires? Oui, alors clairement, l'école polytechnique est une école ouverte et ouverte sur l'international. On ne peut pas imaginer en fait demain d'être refermé sur soi-même, c'est clair. Et donc, tous nos élèves vont à l'étranger, ont des séjours dans des tas d'endroits différents. Hein. Alors, il y a des séjours je dirais, dans le début du cursus, on peut aller faire un séjour dès les premières années à l'étranger. Et puis beaucoup de nos élèves aussi vont faire une dernière année de formation chez des partenaires. Et là, on va retrouver les grands partenaires anglo-saxons, beaucoup américains, ou en Europe, en particulier en Suisse. Vous avez beaucoup misé sur la diversité sociale, mais également internationale. Vous accueillez un nombre quand même important. C'est une question de Rémi qui vous demande, mais vous allez nous y répondre, quelle est la proportion d'étudiants internationaux au sein de vos promotions? Suivent-ils la même scolarité? Sont-ils du même niveau? Alors oui, ils suivent la même scolarité. Oui, on n'a pas, voilà, il n'y a pas de sous-catégorie pour les étudiants internationaux. Ils sont du même niveau, on y tient. Je dirais même qu'on aimerait, pourquoi pas, qu'ils entraînent le mouvement. Hein. Il y en a vraiment des étudiants excellents. On a des étudiants internationaux dans toutes nos formations. Alors, dans la formation polytechnicienne, 20% d'étudiants internationaux, mais aussi dans le master et en doctorat, on a même plutôt un peu plus de 50% d'étudiants venant d'un peu partout dans le monde dans nos laboratoires en formation doctorale. Ouad Raël vous demande quelle est la proportion le pourcentage d'étudiants marocains à l'école polytechnique? Alors, dans le cycle polytechnicien, donc on a, je l'ai évoqué, 20%, donc une centaine d'étudiants venant de différents pays du monde. La première des nationalités, c'est une société chinoise. Ensuite, ça doit être brésilien à peu près à égalité avec marocain. Et puis après, on va trouver une très très grande diversité avec ukrainiens, un peu de Vietnam, un peu de Cambodge, des pays d'Amérique du Sud. Puis voilà, je ne vais pas faire la liste des 35 ou 40 nationalités qui sont présentes dans l'école. Donc des étudiants marocains, oui, il y en a, on est content d'en avoir, ils sont les bienvenus, comme les autres nationalités. Et Claire, en direct, vous demande s'il est possible d'aller faire un semestre ou plus à Stanford par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller au-delà d'un semestre? Alors, tous les ans, des élèves font leur 4e année à Stanford, donc une année complète de formation à Stanford, voire plus, parce qu'en général, les universités américaines apprécient beaucoup nos élèves.
sont très heureuses de les voir venir et ont tendance à bien aimer et à les garder. Voilà, nos élèves sont en général très bien accueillis parce qu'ils sont quand même, c'est une chance pour cette école, ils sont vraiment très bons. Donc les universités américaines le savent et les apprécient. Alors, il y a beaucoup de questions effectivement sur l'intégration, enfin les admissions à Polytechnique. On va encore une fois y revenir tout à l'heure. Et la vie associative est omniprésente et surtout le sport. Oui. Vous avez une autre devise, un esprit sain dans un corps sain. Le sport est omniprésent dans votre formation. Comment ça se traduit Alors, le sport est très présent, il est obligatoire, il y a 2 à 3 créneaux de sport par semaine. Il y a aussi une offre de sport absolument exceptionnelle. L'école a la chance d'avoir une piscine avec 2 bassins de 25 mètres, d'avoir un lac de taille tout à fait raisonnable pour pratiquer l'aviron, d'avoir des installations de grands sports avec plusieurs terrains de rugby, plusieurs terrains de football, des gymnases, des cours de tennis. Et donc, les élèves, je dirais, choisissent un sport. Dans une offre qui est assez large, on offre une quinzaine de sports différents, avec des sports auxquels on ne penserait pas. Si vous pensez polytechnicien, est-ce que vous pensez qu'il va y en avoir plein qui vont avoir envie de faire de la boxe? Bon, la boxe est un sport possible et demandé, il y en a qui ont envie de faire ça. Il y a d'autres sports, l'escrime, l'athlétisme, enfin des choses, une grande variété de sports. Chacun choisit un sport et puis le pratique au cours de sa scolarité. Il paraît que vous organisez justement la vie, l'hébergement en fonction de ces disciplines sportives. Oui, les élèves sont effectivement, là encore, une chance d'être hébergés sur place, ce qui... quelque part, l'idée de base de cette école est que les gens puissent se concentrer sur ce qu'ils apprennent. Ce qu'ils apprennent dans les matières, les disciplines scolaires, ce qu'ils apprennent dans le sport, ce qu'ils apprennent dans leur vie associative. Donc tout ce qu'ils apprennent, et donc il y a beaucoup de facilité. Donc par exemple, ils sont hébergés sur place, donc c'est facile, voilà, dans des studios qui sont plutôt confortables et où effectivement ils sont regroupés par groupe pratiquant le même sport. Donc les handballeurs avec les handballeurs. Voilà, les rugbyman avec les rugbyman, c'est plus sportif. Et les filles là-dedans? Ah bah les filles... Par niveau, par sport. Ah, par sport, oui, bien sûr. Justement, il y a Troyen qui nous demande... Bah, c'est pas des dortoirs, hein, donc. Ce sont des chambres individuelles. C'est des chambres individuelles, oui. Oui, donc octroyées à chacun des polytechniciens. Oui, absolument. Toutes sections, enfin toute année confondue. Ou ce sont uniquement pour les premières années? Non, pendant tout leur temps de séjour, les élèves ne restent pas pendant 4 années, ne restent pas tous pendant 4 années sur le plateau. Hein. Donc, les premiers mois, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, se passent en stage. Donc, les gens sont répartis un peu partout. Et souvent, en fin de formation, ils vont dans une des universités partenaires dans le monde ou en France. Donc ils ne passent pas 4 années réellement, pour la plupart d'entre eux, sur le plateau. Mais effectivement, pendant tout le temps où ils sont là, ils sont hébergés. Oui. Je reviens sur Troyen qui vous demande si les sportifs de haut niveau peuvent continuer à pratiquer leur sport dans le cadre de leur formation. Est-ce que c'est compatible? Alors, je pense qu'on est une des écoles qui donne le plus de place au sport. On est très heureux d'avoir des sportifs dont certains ont un très 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 bon niveau. Après, ça dépend quelles sont les exigences, je dirais, dans son esprit pour un sportif de haut niveau. Je pense que c'est pas possible en même temps suivre la scolarité de l'école polytechnique et de faire 10 heures de sport par jour, tous les jours. Donc il y a des limites je sais pas, certains des sports, pour être vraiment au top niveau mondial, il faut s'y consacrer à plein temps. Non, là, il faut aussi passer du temps sur les études. Mais je pense qu'un sportif de très très bon niveau qui viendrait et qui arriverait à dégager peut-être même jusqu'à quelques heures par jour, ça ne me paraît pas impossible, en moyenne dans la semaine pour son sport, arriverait peut-être à garder un bon niveau et on serait très heureux de l'avoir. Alors une vie académique et sportive accomplie, est-ce que ça laisse du temps à la vie associative? Paul vous demande s'il y a une sorte de BDE pour organiser. Et nous reviendrons sur un sujet qui a fait un petit peu polémique ces derniers temps, d'une association qui défraye un petit peu la chronique. Alors, quelque part, la vie associative a-t-elle place dans ce cursus quand même assez complet? Oui, la vie associative est extrêmement riche et on y tient beaucoup.
On considère qu'elle fait partie quelque part de la formation aussi, hein. Donc on a, alors, par contre, enfin oui, si, elle fait partie de la formation parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on veut des gens qui savent mener un projet, qui savent, je dirais, se confronter à la vraie vie. Et dans une association, vous pouvez apprendre ça. Ceux qui montent le point gamma, voilà, la plus grande fête étudiante de France. Mais c'est 7000 étudiants qui viennent. Ça ne s'improvise pas. C'est un vrai projet de monter une pareille opération parce qu'il faut penser à tous les aspects. Il faut qu'au moment où se tient le point gamma, eh ben, tout soit au rendez-vous et que la fête se déroule bien. Mais quand si vous montez le forum de l'école de relations avec les entreprises, c'est aussi un vrai projet. Et puis même si vous travaillez sur des choses culturelles, parce qu'on a une grande dimension d'associations culturelles, musicales, théâtrales, artistiques de différentes natures, toutes ces associations-là, ben, il y a une vraie dimension, quand on y participe, d'apprentissage, du travail en groupe, d'apprentissage du projet. Donc on y tient beaucoup. Et puis aussi, c'est, voilà, je pense aussi que nos étudiants en profitent. Alors les rumeurs les plus folles parfois se dirigent vers Polytechnique, notamment sur la fameuse comice. Pourquoi de telles rumeurs? Qu'est-ce que c'est la comice et quelle est cette association, entre guillemets, qui est apparemment demandée par vos élèves? Oui, oui. Alors, il y a des dizaines et des dizaines d'associations dans l'école. Il y a un bureau des élèves. Il y a aussi un groupe d'élèves qui voilà, transmet les traditions et quelque part aussi, à un moment, se sont positionnés en, comment dire, en gardiens d'une certaine discipline interne, ce à quoi on a complètement mis fin. Donc je voudrais quand même dire très clairement que ça n'est pas une bande de racistes ou de xénophobes ou de brutes épaisses et totalitaires ou je ne sais quoi. Hein. Non, pour une part, il y a de la maladresse dans ce que ces jeunes ont fait. Les symboles qu'ils ont utilisés, ils ne sont pas conscients du fait que... Enfin, ils n'étaient pas conscients du fait qu'ils peuvent être connotés. Eux, ils le voyaient comme simplement la tradition de l'école. Bon, je crois que tout ça, effectivement, on a entrepris de mettre bon ordre là-dedans, de le reconstituer et de refaire ce que ça doit être, c'est-à-dire une association qui a une vraie valeur ajoutée pour la cohésion, la transmission, la connaissance entre élèves de différentes promotions, et qui s'en tient là. Alors beaucoup de questions nous parviennent maintenant, après la vie associative. Venons-en à comment intégrer Polytechnique. Je n'ai pas son prénom, mais il nous demande s'il faut être surdoué. Comment intègre-t-on Polytechnique? Je veux juste faire une remarque que le brassage des cultures et de toutes les générations aussi sur le campus se fait, donc ça met un terme à la comice, aux activités de certains de la comice. Alors revenons à l'intégration de Polytechnique. C'est un concours réputé difficile. Quelles sont les filières de prépa que vous prenez en premier lieu et sous quelle répartition? Alors, on a donc un concours qui est effectivement un concours difficile. C'est pas un concours difficile parce qu'on veut absolument jouer dans la case de l'élitisme. C'est un concours difficile parce que on considère que c'est nécessaire pour garantir que nos étudiants vont avoir le niveau par rapport aux exigences de la formation, avec un objectif d'avoir à la sortie des jeunes bien formés et des jeunes au meilleur niveau. Pour contribuer je dirais, aux besoins des entreprises et aux besoins de la société dans une compétition qui est mondiale. On peut rentrer après donc préparatoire, soit donc MP, SI, soit PC, soit PSI, PT et quelques places en TSI.
On peut aussi rentrer après un concours, puisque c'est aussi un concours, recrutement sur des élèves ayant une licence universitaire scientifique. Alors, ce recrutement par voie universitaire Ouais. fait couler aussi beaucoup de questions, notamment X5 nous rappelle que le nombre est passé de 2 à 18 en 4 ans. Oui. Vous avez effectivement ouvert une autre place par rapport à l'effectif l'année dernière. Oui. Il faut rappeler quand même que le major de promo 2010 est un admis sur titre, mais X5 nous demande pourquoi soudainement favoriser cette voie d'admission. En fait, il s'inquiète de savoir si effectivement le niveau, ils prétendent que c'est réputé plus simple, donc que répondez-vous? C'est un concours d'entrée aussi, dont le nombre de places effectivement a augmenté, parce qu'on a souhaité aussi, je dirais, ne pas avoir des étudiants tous provenant du même moule. Donc on a pensé qu'il était plus riche, plus intéressant d'avoir une diversité de voies initiales pour les étudiants. Comme, je dirais, on tient aussi à avoir des étudiants venant de différentes cultures. C'est vraiment l'objectif d'une école ouverte. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus qu'on respire avec ces universités, puisque vous pouvez avoir des étudiants qui rentrent par le concours venant de l'université et puis qui peut-être partiront après en master ou en doctorat ailleurs dans une université. Donc ça fait partie, je dirais, de la respiration entre l'école. On est aussi exigeant sur le niveau des étudiants qui rentrent par cette voie universitaire que sur le niveau des étudiants qui rentrent par les autres voies. Aurélien vous demande si on est obligé d'avoir un projet d'avenir pour entrer dans votre école. Je pense que oui, mais s'il y a un entretien de motivation, comme ça peut arriver dans certaines écoles. Il n'y a pas d'entretien de motivation, on n'est pas obligé d'avoir un projet d'avenir, et même, par contre, on a besoin d'en avoir un avant de sortir. L'école, c'est une des vertus de cette école, c'est cette grande diversité de débouchés possibles, de carrières possibles après l'école. Ça permet à des étudiants qui rentrent, n'ayant pas encore complètement réfléchi à leur projet, d'avoir un peu de temps pour le construire, pour avoir l'expérience des stages, de ce qu'ils ont vu au cours de leur scolarité, pour se décider, faire leur choix, choisir s'ils aiment mieux telle ou telle chose, s'ils ont envie d'aller vers telle ou telle chose. Ouais, non, il y a quand même beaucoup des étudiants qui rentrent très clairement, ne sachant pas encore ce qu'ils font en sortant. Mais moi, solennel, le GU, GU, c'est un code secret? Non, c'est pas un code secret. GU, ça veut dire grand uniforme. Donc c'est la tenue de tradition, la tenue militaire que portent les élèves. D'ailleurs, tous les élèves, qu'ils soient français et donc militaires ou internationaux. Alors là, vous avez un des éléments de cette tenue de tradition qui est le bicorne. C'est une très belle tenue, noire, or, tricolore, et je peux vous assurer que quand on a le plaisir de recevoir un ministre, une personnalité, et que les élèves quelque part honorent cette personnalité en venant écouter et échanger, en étant tous dans cette tenue, ça a de l'allure. Vous avez donc répondu à Michel qui vous demandait si tous les élèves avaient un uniforme. Et vous le faites à l'occasion de la rentrée, les premières semaines passées à l'école? Ils prennent leurs mesures, chacun ses Absolument. Quand des élèves font leur première semaine au mois de septembre, dans la première semaine, tous ils rencontrent le maître tailleur qui va prendre les mesures pour préparer l'uniforme qui leur va comme un gant. La question du financement de l'école revient aussi. Paie-t-on des frais de scolarité à l'école? Comment ça se passe? Et Amal demande si les étudiants étrangers ont des frais de scolarité à payer. Sont-ils élevés? Et y a-t-il des dispenses possibles? Y a-t-il des bourses? Quels sont les modes de financement de votre école? Alors, les élèves français, pour les élèves français, la scolarité est gratuite. Pour les élèves internationaux, ça
dépend des conditions et des circonstances. Nous avons beaucoup d'accords de double diplôme internationaux. Les élèves internationaux qui bénéficient d'une bourse du gouvernement français, qui bénéficient d'une bourse d'excellence de type Eiffel, sont dispensés de contribuer à leurs frais de scolarité. Certains élèves internationaux, dans l'application des textes qui nous régissent, peuvent être amenés à contribuer à leur scolarité. Alors on essaye aussi très clairement de veiller à ce que tous les élèves soient dans des conditions telles qu'ils peuvent se consacrer à leurs études. Et donc il y a des bourses, des aides. Et en particulier, je signale que les élèves français versent tous sur, je dirais, leur revenu, leur solde mensuel, une petite partie qui rentre dans un pot commun et qui sert à verser des bourses pour les élèves internationaux qui pourraient ne pas avoir déjà une bourse, de façon à ce que tous les élèves aient les mêmes revenus. Alors pour la patrie, la gloire, les sciences, mais également pour l'humain. Il y a une cohésion culturelle et internationale dans votre école qu'on ne connaissait pas. En tout cas, Monsieur Demer, merci infiniment de nous avoir partagé ces moments. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très vite sur un live Studyrama TV.